Bonjour tout le monde, jeudi 8 février, aujourd'hui une émission consacrée à deux femmes fortes, deux femmes de caractère, dans des domaines bien différents et aussi à des époques bien différentes. On termine l'émission avec la grande Louise Latraverse, mais on débute avec la boxeuse Vanessa Lepage-Joannis. Bienvenue à Studio Libre. C'est le cas de le dire, ma prochaine invitée a marché et a couru, a sauté et a boxé tout le long du parcours de la combattante. Elle est avec nous aujourd'hui en préparation de son combat pour le 7 mars prochain, WBC en championnat. Vanessa Lepage-Joannis. Bonjour Vanessa. Salut, ça va bien? Ça va très bien aujourd'hui. Là, on est à à peu près un mois là, de... Mm-hmm. Et puis, je me demandais, comment est-ce qu'on se prépare pour un combat de championnat versus un combat dit plutôt régulier? Est-ce qu'on y ajoute une petite coche de plus à la préparation? Ah, ça, c'est sûr. L'intensité, elle augmente beaucoup, mais je te dirais que tous les points sont importants au niveau stratégique, au niveau conditionnement physique. Tout est noté. Chaque entraînement que je fais avec mon entraîneur, il y a son petit livret de notes, puis il marque tout, tu sais, les points forts, les points faibles, qu'est-ce qu'on va améliorer, qu'est-ce qu'on va garder. Est-ce qu'il y a une journée que dans l'entraînement, mes jambes étaient plus lourdes, j'avais un peu moins d'explosion? OK, ben est-ce que c'est dû par le manque de sommeil? Est-ce que c'est dû par, exemple, on a-tu trop poussé en musculation, en conditionnement physique? Donc, tous ces petits détails-là sont vraiment importants. Que dans un autre combat, ben, tu sais, des fois, on va juste dire, bon, on va récupérer, ça va aller. Mais là, on n'a pas tant de repos. Oui, on en prend une fois semaine, mais là, c'est de maximiser au maximum tous les petits détails. Donc, tout ça est vraiment calculé, très, très important. C'est sûr qu'on a la chance avec mon adversaire d'avoir des vidéos aussi, des visuels. Évidemment. Donc, tous les plans stratégiques, on les travaille. On essaie d'avoir des partenaires d'entraînement qui vont être capables, dans le ring, de boxer un peu semblable à mon adversaire pour que je puisse travailler mes choses. Mais tout est vraiment au maximum dans tout, là. On pourrait comparer ça, exemple donné, à une Formule 1 en préparation. Là. Donc, c'est tout est analysé, vérifié. Chaque petite composante mécanique, j'allais dire, est vraiment, comme on dit en anglais, fine-tuné. Là. On ne peut pas se permettre d'être en erreur, finalement, quelque part. Non, exactement. Puis c'est sûr que le camp d'entraînement, il va super bien, mais là, les semaines avancent, on voit que ça s'en vient de plus en plus. Donc, on essaie de maximiser le plus possible dans tous les sphères du camp d'entraînement. C'est sûr, au niveau, tu sais, comme on le disait en discussion tantôt, que le voyagement aussi, la vie de famille aussi. Donc, tout ça, tu sais, il faut que le conjoint et la famille soient conscients des sacrifices qu'on a à faire, mais en même temps, le travail, parce que moi aussi, je fais pas juste m'entraîner, puis la vie est belle, là, je travaille à temps plein par semaine, je suis éducatrice en petite enfance. Donc, c'est ça. On fait le voyagement, on donne dans tout, mais le repos, oui, est important, mais chaque petit détail compte. Oui. Un aspect qu'on avait discuté la dernière fois que tu es passé dans nos studios à l'informel, c'était une remise en forme. Tu parlais de perte de poids et tout ça. Et comme je te disais tantôt en pré-entrevue, quand Jean-François m'a montré la photo, il dit qui est cette fille? Je ne connais pas. J'ai aucune idée c'est qui. Et c'est Vanessa Lepage-Joannis. Je suis comme, pardon. Le changement a été drastique. Qu'est-ce que ça implique, justement? Est-ce que tu es capable d'aller boxer dans une catégorie plus basse que tu étais avant de poids? Ou, Ben celui-là, tu vois, parce que la WBC, c'est pas un peu... Les autres fédérations comme WBO, WBA, ils ont souvent le light heavyweight, puis après ça, tu as le heavyweight. Mais là, c'est comme si tu vas sur la fédé puis qu'ils nous classent de 168 livres et plus dans le heavyweight. Ah, OK. Fait que là, ils ont comme mis la ceinture heavyweight, mais moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils vont falloir classer une classe à part parce que là, le combat va se faire à 175 livres. Okay. Mais 175 livres dans les autres fédés, c'est light heavyweight. Donc, c'est entre pas deux dans qui le poids. manquent, là. Exactement. Mais j'ai l'impression qu'avec le combat qui va aller, ça va peut-être s'en suivre, là. Mais présentement, ils nous mettent ceinture WBC poids lourd.
Mais dans les autres fédés, je serais classée poids lourd léger, dans le fond. Donc, Ouais. ça implique quoi comme préparation? Est-ce que tu te sens plus à l'aise de boxer dans le 175 livres Ouais. que tu l'étais, mettons, un petit peu dans une autre catégorie un peu plus lourde? Bien, c'est sûr que ça m'aide au niveau de. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qu'on me disait, Vanessa, pour une poids lourd, tu donnes du volume, tu es très rapide. Oui, il y a la force de frappe, mais il reste que j'étais une boxeuse très mobile dans le ring qui donnait beaucoup de volume de coups, plus comme une fille de 175 livres, peut-être même éventuellement, on ne sait pas, peut-être la branche de 168 livres, mais je ne suis pas une boxeuse poids lourd qui est à 200 livres puis qui se descend à 180, 125. En ce moment, je suis à 180 livres, le combat est à 175 dans un mois. Je suis très proche du poids. Puis, je le fais très bien dans mon préparateur physique. On a un plan alimentaire où ce que je triche pas. J'ai hâte après peser de pouvoir tricher, là, je l'admets. Mais il reste que je suis capable de le faire, mon poids, sans déshydratation, comme qu'on voit très fréquemment dans la boxe. Donc, moi, je mange tous les jours, je mange bien, mais je triche pas, sauf que j'arrive à faire mon poids sainement, j'ai pas de stress de perte de poids. Donc, tout ça, c'est important aussi, hein, parce que la pesée est une journée avant le combat, mais le stress que tu provoques à ton corps, le stress que tu provoques à toi, à dire hey, je fais pas mon poids, faut que je déshydrate, je mange pas, j'ai pas d'énergie. Ben moi, je l'ai pas, ça. Fait que c'est vraiment quelque chose que avant je faisais quand je boxais en 2017. Puis je me dis, la journée que je recommence la boxe, je veux pas revivre ça. C'est tellement difficile, physiquement, mais mentalement aussi. Puis, écoute, de reprendre, de tout t'hydrater en 24 heures, là, et de revenir à zéro, c'est quasiment impossible. Donc, moi, j'aime mieux arriver dans le ring comme que je suis présentement, bien, puis avec toutes mes capacités, que me brûler trop pour une perte de poids. Donc, en ce moment, tu sais, je suis vraiment à la limite, mais j'étais tout le temps. T'sais, si j'étais 180, le dernier combat, on avait mis ça à 180 livres pour poids lourd. Puis, ben, tu sais, j'ai arrivé à 178, mais j'avais rien de fait de catastrophique. Là, tu sais, j'étais arrivée à mon poids, puis c'était beau. Là, il est à 175, donc je diminue un peu mes portions, mais j'arrive à bien manger et à faire le poids tranquillement. Oui. Quand on arrive, qu'on fait le poids, j'imagine, sans déshydratation, ben, il y a quand même un aspect physique, comme tu disais, important comparativement à quelqu'un qui va se déshydrater. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un avantage de ton côté? Parce que ton adversaire, est-ce que tu sais si elle fait comme le principe de déshydratation? Je ne sais pas si ça va faire le principe. Tu sais, je sais que son dernier combat, là, elle a fait le poids à 174 livres et demi. Donc, est-ce qu'elle a déshydraté pour se rendre là ou est arrivée à ce poids-là? On ai aucune idée, honnêtement. J'ai hâte de le voir en face à face, puis dans les conférences de presse les jours avant, de qu'est-ce qu'elle a l'air physiquement. C'est sûr qu'on a des visuels vidéo, mais vidéo puis en vrai, c'est deux choses complètement différentes. Ouais, effectivement. Donc, mais oui, je sais comme athlète, pour l'avoir vécu dans le passé, faire des déshydratations et là, ne plus le faire, c'est complètement différent. Je suis en pleine capacité de tous mes moyens. Puis au moins, ben, je me concentre sur le combat et non sur une perte de poids. Et là, si tu deviens championne, je te le souhaite et je pense que tu vas le devenir, bien sûr, mais qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il y a des combats revanches? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois faire et où que tu peux plus faire maintenant, après ça? Ben, c'est sûr que on voit la WBC comme la ceinture la plus prestigieuse, mais l'objectif était, oui, donc on va aller chercher cette ceinture-là, mais l'objectif est d'aller ramasser le plus de ceintures possible. Donc, il y a 4 fédérations ce qu'on veut aller les chercher. Donc, éventuellement, si je gagne ce combat-là, ben, ça va soit d'être une défense de ceinture ou soit d'aller, ben, on va faire une défense de ceinture, mais contre une autre qui a une ceinture pour mettre nos ceintures en gage aussi. Donc, c'est un peu le marketing qu'on a en boxe d'aller chercher un peu plus comme ça, là, nos combats. Mais oui, l'objectif, moi, je vois encore Lenny Daniels aussi, qui a la IBF en ce moment, qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on va mettre nos ceintures ensemble puis dire, hey, on se bat? Je laisse ça dans les mains de mon promoteur, mon équipe, mais c'est dans les objectifs, je crois. Et le cas de le dire, il faut être culotté pour avoir des ceintures. C'est ça, ça exact. prend du vouloir, du pouvoir. Mais est-ce que tu penses que ça prend
aussi un facteur un peu, j'allais dire chance, mais peut-être pas chance comme on le pense habituellement. C'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel, évidemment. Mais pour en arriver là, comment est-ce que, justement, on part d'un boxeuse, dite, dans les rangs un peu plus mineurs, puis gravir les échelons pour aller se battre en championnat du monde? C'est sûr que ça dépend toujours des adversaires que tu rencontres, contre qui que eux ils sont battus pour monter dans les classements. Puis, c'est sûr que là, moi, veux pas, en ayant une bonne équipe en arrière de moi, ils peuvent aussi, il reste toujours la question aussi de financement aussi, hein, parce que c'est des ceintures qui valent de l'argent aussi. Ben, c'est sûr qu'il faut avoir cet appui-là, puis j'ai l'équipe qui est derrière moi pour m'appuyer aussi là-dedans, mais ça va toujours par classement, puis ainsi de suite. On sait que là, je vis ce combat-là. Après, comme je dis, est-ce que ça serait Lenny Daniels qui est classée numéro 1 aussi aspirante? Donc, ça aussi, ça peut en venir éventuellement. Donc, c'est tout le temps d'y aller un peu vers ça, là, vers les classements, comment qu'on monte. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps un gabarit. C'est sûr que dans la boxe féminine, puis dans ma catégorie, le monde, souvent, ils me disent « Ah, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut que ça commence en quelque part. » Puis si je recule de 2017 à aujourd'hui, mais le bassin de boxe féminine dans ma catégorie, elle a vraiment augmenté. Donc, tant mieux. On le voit que la boxe féminine est en effervescence, puis il faut continuer. Mais est-ce que ça dénigre plus la catégorie ou quoi que ce soit? Non. On fait nos classements, on monte dans les échelons, puis à un moment donné, on mérite notre chance, dépendant des combats et des résultats. Les femmes ont commencé à s'intéresser à la boxe de plus en plus, comme tu disais, depuis même 2017. J'imagine que la compétition doit être forte pour se rendre jusqu'en haut, jusqu'au top, parce que là, il y a beaucoup plus de monde qui veulent avoir la ceinture, parce que... Ben oui, puis c'est comme dans n'importe quoi, hein? On veut tout on aimerait ça avoir tout notre moment de gloire, tout ça, puis on le voit que juste dans les gymnases, là, quand moi, j'ai commencé à boxer à l'âge de 16 ans, j'étais la seule fille dans le gym. Maintenant, tu rentres dans un club de boxe, c'est pas la moitié, sinon plus de femmes. On en a de plus en plus. Puis, c'est beau de voir ça, de se dire, c'est pas juste un sport de gars, ça peut être un sport de femmes aussi. Puis, de mettre ça vraiment à l'œuvre, de dire comme, hey, let's go, là, on peut, nous autres aussi, on est capable, puis il y a des catégories d'hommes, il y a des catégories de femmes, puis let's go, on fonce. Mais là, de voir qu'il y en a de plus en plus, c'est sûr que c'est le fun, puis ça me donne du challenge aussi, là, veux pas, à un moment donné, tu rencontres les mêmes, c'est un peu poche, fait que là, au moins, il y en a de plus en plus, puis ça continue, là. Oui. Quand on se prépare pour un combat comme ça, oui, on doit avoir un facteur de stress, j'imagine, mais il ne faut pas se laisser emporter par ce stress-là. Comment tu fais pour te calmer, si on veut dire, canaliser? Écoute, moi, je pense que l'avantage que j'ai veux pas avec ce combat-là, c'est que j'ai déjà vécu c'était quoi un combat de championnat du monde en 2007 pour la même ceinture. Je sais qu'est-ce qu'il y en est, je sais c'est quoi la pression de ça. Ça m'a aidé aussi avec mon retour avec mes autres combats précédents que j'ai faits. J'étais pas stressée. J'embarquais dans le ring puis je me disais, je m'en vais faire ce que je fais comme à tous les jours, puis c'est tout. Donc, oui, c'est sûr, je peux pas dire je nie qu'il y aura pas un petit stress, c'est un championnat du monde quand même, mais le fait d'avoir déjà vécu ça, ça m'aide. Puis c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui est capable de rentrer puis de focusser vraiment sur ce que j'ai à faire. Quand les jours précédents où on est à l'hôtel, moi, j'ai ma petite routine avec mon cahier de dessin mandala, là, puis là, je rentre dans ma bulle, puis OK, le coach, il doit faire une petite activation, on retourne, on se repose, je m'éloigne des réseaux sociaux pour le combat. J'essaie d'être le plus concentré possible, mais c'est toutes des choses comme ça qui me permettent d'être resté focus sur l'objectif. On te le souhaite que ton objectif, tu restes focus dessus, puis ça, je pense que c'est vraiment déjà fait, mais on te souhaite que tu sois à ton top performance et que tu repartes avec une ceinture à ta taille. C'est vraiment toujours un plaisir, Vanessa Lepage-Joannis, et puis bon combat. Merci, c'est gentil. Ma prochaine invitée va se raconter
le 19 février prochain à la salle Odyssée. Et croyez-moi, avec une vie comme elle a eue, qui est définie comme tout sauf un long fleuve tranquille, vous allez découvrir la grande Louise Latraverse qui est avec nous. Bonjour, Madame Latraverse. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Et s'il y a une invitée pour laquelle le titre de mon émission Studio Libre est vraiment très à propos, je pense que c'est vous. Vous avez eu une vie, quand j'ai commencé à lire pour préparer l'entrevue, il y a des choses là-dedans, je me suis dit, c'est incroyable. C'est une vie qui a été rocambolesque, si on peut dire. Vous avez eu beaucoup de péripéties dans votre vie et à un âge très vénérable de 83 ans, vous décidez de vous raconter. Oui. Pourquoi ne pas l'avoir fait de manière traditionnelle comme dans des mémoires que vous avez refusé? J'imagine qu'on vous l'a demandé au courant de votre vie d'écrire vos mémoires et vous avez toujours refusé. Pourquoi le faire en spectacle plutôt qu'en livre? Parce que je suis plus une raconteuse et j'aime le spectacle. Moi, je ne suis pas une liseuse d'autobiographie parce que ça m'ennuie. Je suis allée à l'école, là, après ça, j'ai fait ça. En général, c'est ça que les gens écrivent dans leur biographie et moi, j'ai pas envie de parler de tout ça. J'ai envie de parler de la vie d'une femme, tout simplement, qui a eu une vie comme la mienne. Ça pourrait être une autre sorte de vie, mais j'essaie d'y apporter un côté humain pour que tout le monde se retrouve. Je veux dire, on a tous plus ou moins la même vie. Hein? Mm-hmm. On a des peines, on a des joies. C'est les circonstances qui sont différentes. C'est tout. Moi, je suis pas différente des autres. Là. Mais tu sais, les gens s'imaginent, non, je veux ramener ça à ce qu'il y a d'humain en nous. Ce que l'on vit, c'est ce que j'essaie de raconter en rendant ça pas trop, pas entrer dans les détails trop personnels, mais de le garder sur un plan humain, si vous voulez, universel, je dirais. Ça a commencé rapidement. Vous avez commencé à l'âge de 12 ans à la radio. Oui. Donc, ça s'est propulsé, mais d'une manière pratiquement, j'allais dire, naturelle. Comment vous l'avez vu comme ça? Oui, je pense que c'est peut-être ça naturel. Comme j'étais jeune, je faisais des numéros je venais du côté de mon grand-père, je parle de mon grand-père plus que ma grand-mère, c'était mon grand-père qui organisait les fêtes, mais c'était un patriarche, un personnage très coloré. Il y avait eu 13 enfants, donc il y avait une 60aine de petits-enfants. Ce qui faisait que quand il y avait des fêtes au jour de l'an, c'était comme la place des arts. Vous aviez un public? On avait un public. Il y avait un petit tabouret qu'on montait dessus, qu'on faisait nos numéros. Mais c'était un homme qui avait un sens de la fête et qui était un grand organisateur. Quand les enfants venaient, il y avait un autobus pour les enfants, puis un autobus pour les parents. Comme ça, les parents pouvaient s'en aller à l'heure qu'ils voulaient, puis les enfants s'en allaient avec une gardienne ou deux, puis ils rentraient chez eux. C'est un homme qui avait le sens de ça, le sens de la fête. Mon frère a bien hérité du talent de mon grand-père, d'être un bon organisateur. Oui, absolument. Guy Latraverse, évidemment, qu'on connaît. Vous avez décidé de faire ce spectacle-là. Il a germé, en fait, pendant la pandémie. Vous êtes confinés, on n'avait pas le choix, évidemment. Oui. Et le titre en est revenu une simple réponse, et c'est ça que je trouve savoureux avec vous, c'est que une simple réponse dite avec la plus grande des ouvertures, des spontanéités. Oui, je dirais spontanéité. Oui, vous a propulsé avec un titre et qui frappe l'amour Christ. Parce que France Baudouin vous avait demandé justement qu'est-ce que la pandémie n'a pas réussi à tuer. Eh bien, vous avez répondu, l'amour Christ, comme ça. Donc, c'est comment on trouve le titre. Est-ce que ça fait clic dans votre tête à ce moment-là? Hey, j'ai un titre ou c'est comme ça qui est venu? Mais non, vous savez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Tu dis ça, l'amour. Puis là, j'ai osé dire Chris, parce qu'il n'y a pas une femme aux cheveux blancs qui sacre à la télévision. Mais je suis un peu... je trouvais ça tellement drôle. Je me suis dit, c'est le jour de l'an, je peux bien me permettre. Parce que moi, je sacre, parce que j'ai toujours adoré ça, sacrer. Les sacres appartenaient aux hommes, c'est ridicule. Mais bon, je trouve...
dans chaque pays, il y a des sacres. Hein. Aux États-Unis, on dit fuck you, puis en France, c'est putain de ta mère. Puis nous autres aussi, c'est des ornements d'église. Alors, je trouve ça plutôt joli, moi, des sacs. C'est pas quelque chose qui me choque. Je trouve ça beau. Alors, moi, je les utilise, puis je les mets. Il y en a encore des gens d'une certaine génération qui vont être choqués, mais je veux dire, on se choque plus de choses comme ça. C'est ridicule. Alors, donc, voilà, j'ai dit ça à France, comme ça, l'amour. Mon Christ, c'est sorti simplement, mais en même temps, comme je trouvais ça drôle de le faire. Un soir, c'est la plus grande écoute au Québec, cette émission-là, parce que tout le monde écoute ça la veille jour de l'an, juste pour faire rire un peu, pour s'amuser. Ça a été fait simplement pour rire. Et puis là, ça fait une traînée de poudre. Tout le monde en a parlé, oui. Comme quoi, il faut faire attention, mais ça peut mener à des belles découvertes, justement. Vous avez décidé à votre âge de faire un spectacle comme celui-là, mais pourquoi pas l'avoir fait plus tôt? Est-ce qu'on a une vision différente de notre vécu à un âge plus avancé qu'à, exemple donné, 50 ou 60 ans? Ben oui, à chaque fois, c'est intéressant de le faire à mon âge, dans un sens, parce que j'ai une expérience de la vie, j'en ai le recul, et puis moi, j'aime vieillir. Je trouve que c'est un moment formidable de la vie. Moi, je crois que je suis dans les plus belles années de ma vie, puisque ce seront les dernières. Alors, je ne vois pas ça comme quelque chose de triste, mais comme quelque chose de formidable. Je me dis, waouh, j'ai la chance de vivre longtemps, j'ai de l'expérience, j'ai toutes sortes de choses, j'ai encore ma tête, j'ai ma mémoire, je fonctionne bien. Donc, je profite de tout de la vie comme j'en ai jamais aussi profité. Alors, je ne sais pas pourquoi on met toujours la vieillesse comme quelque chose de triste, mais en fait, c'est quelque chose de formidable, la vieillesse. C'est le privilège de vivre longtemps. C'est beau. Est-ce que ça pousse justement une certaine urgence de vivre parce qu'on sait que il en reste peut-être un petit peu moins qu'il y en avait avant? Moi, je pense pas comme ça. Je vis, point. Je vivrai le temps que je vivrai, mais je ne me fais pas un devoir de dire « Ah, je suis que ça parce que je vais mourir bientôt. » Non, ce serait insupportable de penser comme ça. Sinon, je ne serais pas vraiment dans ma vie. J'adore la vie, j'aime être dans le moment présent. Finalement, c'est ça que je fais. Je vis ce que j'ai à vivre à l'instant où je le vis. Je suis plus dans le passé ni dans l'avenir, je suis dans ma vie. Voilà. Vous n'avez pas de bucket list, comme on dit, précise? Non. Vous y allez comme on vous connaît avec la spontanéité que vous avez? Oui, je vais où la vie me mène aussi. Je me rends disponible. Bon, ben là, les shows arrivent, puis ça a beaucoup de succès, tant mieux. Il y a une demande. Alors, moi, j'y vais parce que ça me plaît. J'aime ça rencontrer les gens, puis c'est très, très agréable de faire ce que je fais. Je me promène. Avec les productions Martin Leclerc, je suis très, très bien organisée. J'ai un chauffeur formidable qui m'amène partout, et puis je fais mon spectacle, je rencontre des gens. C'est très, très, très agréable. Oui. Puis moi, j'aime un peu d'improvisation, c'est pas un show là que c'est tout écrit mot à mot là. Non. Il est tout écrit mon texte, bien sûr, mais tu sais, j'aime pouvoir me garder un peu de liberté dans ça. De fantaisie. Vous avez dit souvent que votre vie était, entre autres, une quête de liberté. Oui. Rendu à 83 ans, à combien de pourcentage êtes-vous rendu de cette fameuse mission-là? Êtes-vous plus, comme pour paraphraser Yvon Deschamps, libre? Oui, je suis libre. Mais c'est qu'on est de plus en plus libre. Plus on est, comment je dirais, plus on est libre, oui. Plus on est dans nos affaires authentiques. Je crois qu'en fait, c'est toujours une recherche d'être qui on est, au risque de tout perdre. Je crois que c'est juste ça qui est important. On se fait toutes sortes de cinéma vouloir, je suis pas correct, je voudrais être comme ça. Non, juste être. Bon, moi, je suis ce que je suis, puis vous êtes qui vous êtes, et puis c'est bien. Donc, de rester le plus authentique possible.
Je pense que c'est peut-être ça la réponse. Je peux pas donner, moi, de leçons à personne. Je peux pas dire, si je l'ai, la faible, je le sais. Je ne sais pas. On est des êtres vivants en changement constamment. La vie change tout le temps. Il se passe des choses incroyables. Bon, ben là, s'adapter, c'est tout. Il faut s'adapter à la vie. La vie, là, bouge, puis moi, ben, ça va là, je vais aller là. Je ne vais pas rester collé à attendre que ça change. Ça ne changera pas, mais où ça va changer, pas nécessairement comme je le veux. Je décide rien, moi. Une petite anecdote, parce que je l'ai lu et ça m'a tiqué depuis à peu près une semaine que je prépare l'entrevue. Votre mari de l'époque, père de votre fils, Emmett Grogan, était très, très ami avec Janis Joplin, qu'on connaît évidemment. Mais vous deux n'étiez pas capables de vous blairer l'une et l'autre. Oui. Je me demandais pourquoi. Parce qu'on a été des personnalités beaucoup trop différentes. Janis, c'était une fille à gars. Elle était toujours avec des gars, Janis. C'était vraiment une fille... on partait avec les gars, il fallait même prendre un coup. On partait avec les autres, là, leur Southern Comfort, là, c'est ça qu'ils vivaient. Moi, on s'entendait pas du tout. C'était juste deux personnalités qui avaient un immense talent. Je l'adorais comme chanteuse, mais dans la vie, on s'entendait pas. On était trop différents. Ben, elle avait une vie aussi, quand on commence à lire un peu sur sa vie. Disons qu'on s'étonne peut-être pas qu'elle est décédée très, très jeune. Oui, mais il y en a qui ont fait la même vie qu'elle, qui ont vécu toute leur vie. C'est pas nécessairement... oui, c'est sûr que... mais tu sais, il faut dire aussi, en plus, qu'elle chantait dans des amphithéâtres, des stades. C'était quelque chose, là, Janis. Et quand elle chantait, c'était tellement extraordinaire. Je ne me souviens pas. Dieu sait pourtant que c'était pas quelqu'un avec qui je m'entendais bien, mais quand elle chantait, c'était inimaginable le talent qu'elle avait. C'était tellement beau, là. Oh, j'adorais l'entendre chanter, mais party après, là, moi, je m'en allais. Merci beaucoup, Louise Latraverse. C'est moi qui vous remercie, puis au plaisir de vous rencontrer. Absolument. Okay. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 8 février de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, Louise Latraverse et aussi la boxeuse Vanessa Lepage-Joannis. Toutes nos émissions sont sur notre page YouTube. Allez voir ça, TVC Basse-Lièvre, très facile à trouver. Et aussi notre page Facebook qui est toujours active pour suivre au quotidien qu'est-ce qu'on fait ici à la TVC. Donc, on se revoit, nous, mardi prochain pour un autre Studio Libre.